Je suis content de parler de boissons alcoolisées, suite à Florent qui parlait plus d'aliments solides, on va dire. Et donc, on a bien vu la proximité entre pain et bière, que l'on appelle parfois pain liquide. Donc, issus très souvent de l'utilisation des céréales et de levure, ces produits en Europe font partie de notre régime alimentaire et peuvent être consommés tant au quotidien qu'au cours de repas exceptionnels. Alors, à l'heure de l'explosion des styles de bière et du grand retour des boissons fermentées non alcooliques, gage d'une alimentation saine et naturelle comme le kéfir ou le kombucha, l'intérêt académique pour ces biens de consommation devenus courants s'est renforcé ces dernières années. Donc, à la croisée des conseils gastronomiques et de l'histoire de la bière, les ithologues sont devenus aux yeux du grand public les nouveaux spécialistes de cette boisson, tout comme les aliments que nous ingérons et incorporons l'absorption de boissons en dit long sur nos consumptions du monde. Alors, mon intérêt pour ces boissons fermentées en ethnologie s'est révélé il y a maintenant 2 ans, et en archéologie également, lors d'une reprise d'études dans cette même université. Et j'ai pu constater le regain des brasseries artisanales. J'ai côtoyé plusieurs brasseurs en Alsace, afin d'observer leurs gestes, mais aussi de comprendre leur motivation pour la production de bière. Alors, pour passer à la prochaine diapo. Voilà. Alors, ces dernières années, effectivement, la recherche a bénéficié de grandes avancées dans l'exploration des traces laissées par les boissons fermentées à l'aide de moyens sophistiqués d'observation fine en laboratoire, permettant par exemple d'identifier des souches de levure de bière dans des récipients israéliens, mais également des chercheurs européens ou américains de disciplines variées ont travaillé sur le sujet et concentrent leurs efforts sur l'exploration toujours plus pointue des vestiges conservés, alors soit sur les sites de production et de boissons supposés, soit dans les contenants de conservation et de consommation. Alors la recherche est très dynamique, comme le montrent les colloques récents, les conférences des paléobotanistes ou bien les travaux d'envergure menés par nos collègues allemands dans le projet BEFIM par M. Stockhammer, ou encore des numéros spéciaux consacrés à l'ethnologie et consacrés à l'alcool, alors sous différents terrains, mais en différents contextes aussi, soit sur le rituel ou bien l'alcool des ethnographes également, qui est gage d'hospitalité dans beaucoup de sociétés. Donc cette vitalité illustre bien la nécessaire collaboration entre les disciplines afin d'aborder les nombreuses thématiques relatives aux boissons alcoolisées, dont la bière, qui n'en est qu'une, peut être abordée comme un fait social total. Dans sa définition gaussienne, en effet, elle révèle beaucoup d'informations à la société, mais c'est à nous de saisir ce que cette boisson a à nous dire. Alors aujourd'hui, je mettrai plus spécifiquement l'accent sur la bière et les différents gestes techniques propres à son élaboration au cours de la pré- et proto-histoire européenne. Alors il s'agira également de voir si une définition unique de la bière est possible, puis de souligner différents biais rendant l'identification de la bière complexe en contexte archéologique. Je présenterai également quelques exemples de production et consommation de boissons fermentées s'apparentant à la bière en Europe, et ce jusqu'à la romanisation de la Gaule. Il sera alors nécessaire d'émettre des hypothèses sur l'importance de l'alcool à ces périodes au cours des pratiques de commensalité, comme le banquet. Alors j'espère que les échanges après la présentation seront riches et qu'on pourra discuter de ces questions. Alors, quid de la bière? Donc, la boisson et la bière fermentée, c'est un aliment de terroir et de partage, alors fortement lié à ces matières premières que sont les céréales, soit les fruits, soit les levures sauvages, mais également indissociable d'un transfert technique de fabrication qui le transforme et le fait perdurer. Les boissons fermentées sont souvent offertes comme signe d'hospitalité et d'amitié. Alors, outre le simple fait de désaltérer, elles permettent de délier les langues, d'engager la conversation, de libérer les esprits. Son caractère identitaire les rapproche du florilège d'autres aliments fermentés, comme vous l'avez sur la diapositive, les charcuteries, le fromage, qui par leurs odeurs fortes peuvent interloquer des personnes non coutumières de la consommation. Alors à l'heure actuelle, l'offre de bière est impressionnante et reflète une relance des productions artisanales et locales, la plupart du temps par des brasseurs passionnés, illustrant une seconde, voire troisième vague de néo-brassage en France et en Europe. Alors pour l'archéologue de la bière, ces images de diversité et d'inventivité semblent plus en plus rapprocher ces résultats de recherches récentes sur le breuvage et ses origines, qui montrent effectivement l'aspect polysémique et polymorphe de cette boisson, loin d'une image figée et révélatrice d'une tradition séculaire. Alors, y a-t-il une définition unique de la bière? Là, on va voir que c'est très difficile de répondre à cette question, parce que la forme la plus courante de la bière en Occident, et c'est bien qu'en Occident, bien seulement en Occident, c'est celle de la germination d'orge,
Mais ça ne reflète qu'une partie des bières connues, car on peut faire de la bière à partir de divers ingrédients, comme les graminées, les tubercules, les légumineuses, etc. En effet, sur la diapositive, là, j'ai essayé de mixer un peu les différents endroits, les différents types de brassage. Il existe une vingtaine de brassins brassicoles. Alors, sur le site de Christian Berger, Beer Studies, il a fait un travail assez intense et immense pour montrer la variété et les différents brassins possibles mondialement. D'autres collègues, archéologues et ethnologues, comme par exemple Justin Jennings, ou pour l'Espagne, Elisa Guerradoce, qui ont montré que la fabrication d'une bière ne s'improvise pas, mais nécessite la maîtrise de différents éléments, comme pour commencer l'acquisition des céréales, la domestication de ces céréales, et la bonne utilisation de ces matières premières. Les brasseurs bénéficient en fait le plus souvent des sélections et essais effectués par leurs prédécesseurs, mais également les recettes et les tours de main. Alors pour ce qui est des ingrédients, là, de la bière entre guillemets européenne. Donc il y a à la base en fait c'est le sucre qu'on peut utiliser également pour faire une boisson fermentée comme le miel, pour l'hydromel qui contient du glucose et du fructose, ou des fruits mûrs pour le vin. Donc la bière maltée, donc celle dont je parle maintenant, est composée de maltose issue des grains d'orge en germination. Et ce maltose est ainsi présent dans le premier sirop d'orge issu de l'infusion du malt dans de l'eau chaude. Donc l'eau représente 90% à 95% de la bière. Elle ne rentre pas seulement en jeu pour le brassage, mais dès les phases précédentes, comme le maltage, pour humidifier l'orge et commencer la germination avant le grillage. Donc elle a, selon la géographie, cette eau des caractéristiques propres, une teneur en calcium, des ions comme les sulfates, et qui donnent des spécificités à la bière. Alors qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, l'orge s'est imposée un peu comme la céréale de prédilection. Cette prédominance dans les bières anciennes est encore à vérifier, même si l'on rencontre fréquemment des traces d'orge, d'épeautre aussi, de l'amidonnier ou plus rarement de sarrasin dans les bières. Pour le millet, par exemple, qui se généralise vers le XVe siècle avant Jésus-Christ, des traces ont été trouvées régulièrement sur les sites, suggérant qu'on le consommait, mais aucune graine réellement germée, suggérant un maltage, n'a été encore découvert. N'oublions pas que le rajout de fruits permet aussi un apport supplémentaire en sucre dans ces boissons et une augmentation possible du degré d'alcool. Donc le récent article de nos collègues chinois Jiang Wang et ses collègues en 2017 illustre bien les différentes sources d'amidon possibles pour l'élaboration d'une bière et les possibilités d'observation et d'études en procédant à des cuissons expérimentales. Alors, outre la source principale d'amidon, d'autres ingrédients viennent aromatiser la boisson, voire l'amériser, avant l'utilisation quasi exclusive du houblon à la période médiévale. Alors, ces mélanges aromatiques sont appelés les gruites à la période médiévale et combinent plusieurs plantes. Alors, certains chercheurs en ont recensé des dizaines, hein, comme Florian Gédrusiac et Philippe Varinval, mais on en dénombre des centaines. Donc, cet ajout peut peut jouer sur l'intensité de la boisson et peut avoir son importance également suivant le contexte de consommation, comme le suggèrent des observations ethnographiques. Alors là, on sait que il y a des passages ethnographiques d'ethnologues qui parlent effectivement de rajout de plantes qui permettent de booster un peu l'effet aussi peut-être hallucinogène de certaines de cette boisson. Alors enfin, la levure, c'est un élément très important également et primordial pour donner la bière sa typicité. Il est possible, qu'avant d'être employés pour la bière, ces ferments présents sur des herbes ou des fruits ont été employés pour faire lever le pain. Comme le souligne l'étymologie du mot levure ou lévaturé, cette levure permet de digérer le sucre du mou pour le transformer en alcool. Il s'agit principalement d'un champignon, Saccharomyces cerevisiae, qui peut évoluer dans le temps, en sous-groupe de l'espèce, comme le montrent les recherches récentes effectuées par Jean-Luc Legras, qui suggèrent un lien important entre pain et bière, mais aussi une association entre l'homme et cette levure, des domestications locales possibles. N'oublions pas pour autant l'action possible aussi d'autres éléments comme les moisissures, les bactéries et des enzymes dans le processus. Donc ces levures sont indissociables du lieu et d'où elles sont produites ou d'où elles proviennent. Alors j'ai essayé de réaliser un schéma qui est certes de prime abord comme ça un peu complexe, mais il sera dans la publication, mais c'est pour représenter les différentes étapes de brassage et la chaîne opératoire pour la fabrication de la bière. Donc en haut vous avez les étapes de pré-brassage qui sont déjà nombreuses, et en bas le brassage proprement dit.
Alors, là, j'illustre vraiment la méthode d'infusion de malt, même si la réalisation de la bière, comme on le sait, peut également être faite à partir de pain maltais. Ça, c'est connu au Proche-Orient, en Égypte, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour extraire les sucres des céréales, grâce aux enzymes, il est possible de mastiquer également le grain. Les actions de l'enzyme thialine, par exemple, ou de la maltée, comme ici, ce qui lance l'action des enzymes alpha-amylase et bêta-amylase. Donc la cuisson après broyage plus ou moins poussé permet la saccharification ou conversion de l'amidon en sucre. Alors il faut stopper cette action, l'action des enzymes dans cette préparation obtenue, et il faut porter à ébullition la préparation et ajouter par la suite les plantes aromatiques et antiseptiques, puis refroidir la préparation pour lancer le processus de fermentation. Alors, comme on vient de le voir, il y a une quinzaine d'étapes, de la récolte à la production d'alcool qui est nécessaire. Certaines nécessitent une surveillance accrue. Ils ne peuvent pas être interrompus ou reportés, ce qui implique une implantation fixe des structures et peu de production et un besoin d'eau important. Ces contraintes ont pu influencer des zones d'implantation préférentielles pour limiter et rentabiliser les déplacements, par exemple. Et pour les matières premières, certaines peuvent être conservées un certain temps, une année par exemple pour l'orge, mais une fois le processus lancé de brassage, il doit être mené à son terme, ce qui implique forcément une prise de risque et parfois de devoir jeter un mauvais brassin. Alors, la boisson bière n'a pas une seule propriété qui serait de soit d'étancher la soif, soit de nous donner de l'ivresse, mais bon, avant tout, elle favorise vraiment le lien social, mais elle peut se révéler également nourricière, ce qui a pu constituer un avantage à certaines populations qui en maîtrisaient la production. Et contrairement au pain cuit, l'action de la levure se poursuit dans la production de protéines et de vitamines, du groupe B en particulier, permettant ainsi une meilleure assimilation par le corps humain. Ce rôle important de la bière dans la part de l'alimentation quotidienne a été maintes fois souligné par les ethnologues, comme le rappelle John W. Arthur pour la bière de sorgho, par exemple chez les Koma du Nord Cameroun, ou Igor de Garine pour les Dumpa. Il ne s'oppose pas à une consommation en contexte rituel ou festif, où elle peut acquérir un certain prestige. La bière peut à la fois réjouir, désaltérer et nourrir les hommes. Alors à la fois aliments et boissons, les diverses formes de bière présentent aussi divers degrés alcooliques, comme le kvass de l'Europe de l'Est tirant à moins de 1 degré d'alcool, 1% d'alcool, et leur composition peut résulter des mélanges avec de multiples ingrédients, miel, fruits, etc. Dans certains cas, cette boisson est également considérée comme un médicament et peut également remplacer des aliments difficilement ingérables et digérables. Alors comment appréhender ces bières et ces boissons fermentées anciennes avec les données dont nous disposons? Alors, il est bien des découvertes. Alors, comme le soulignait déjà Alain Testa dans son ouvrage Avant l'histoire, les vestiges sont des témoins partiels sur lesquels les archéologues proposent des hypothèses après leur mise au jour. Mais au regard des données déjà acquises, la remise en contexte est toujours indispensable. Les vestiges divers, objets, restes de plantes, etc., ont été sortis de la vie sociale et pour les comprendre, il faut identifier la nature de leur rejet ou de l'abandon. La prise en compte de la taphonomie est importante à ce niveau et l'archéologue doit également se défaire partiellement de ses présupposés pour aborder une question nouvelle, comme la production et la consommation d'une boisson fermentée. Au vu des travaux récents, des protocoles d'analyse de plus en plus poussés, soutenus par des expérimentations, sont mis en place et mobilisent plusieurs types de chercheurs, carpologues, chimistes, archéologues. Alors, différents outils permettent l'identification de résidus de boissons dans les récipients. Ainsi, on peut observer des traces de graines également ou de phytolite sur les sites de production, mais aussi à une échelle plus fine, au niveau moléculaire, les dégradations de l'amidon avec un microscope électronique à balayage. L'imagerie tomographique permet de visualiser en 3 dimensions des restes organiques très petits, comme des résidus de pain. Dans un second temps, une étude multiscalaire des sites archéologiques, consommateurs, demandeurs de boissons ou producteurs, serait possible à large échelle en prenant en compte des caractéristiques propres, comme l'environnement, les pratiques agricoles, etc. Alors pour le chercheur, le but commun est d'identifier différents biomarqueurs, par exemple propres à certaines boissons alcoolisées, comme sur la diapositive en bas à droite. Vous avez ces pics qui présentent des éléments qui sont caractéristiques, par exemple du vin ou de la bière. Et on peut aussi observer des attaques enzymatiques sur les granules d'amidon. Donc là, il y a un travail de maîtrise de Marie-Soleil Bélanger en 2018 et les travaux des Chinois comme Wang en 2017 sur la diapositive au centre, qui ont testé et essayé de reproduire des bières et de comparer à la fois les résultats d'expérimentation et les restes archéologiques. Alors l'analyse des indicateurs paléoécologiques, comme également les pollens,
permettent aussi d'en savoir plus sur l'eau ou les matières employées, les rajouts comme le miel, et la présence d'oxalate de calcium, qui peut provenir également du processus de maltage et de brassage, et également à prendre en compte, mais comme il existe aussi dans l'environnement naturel du site, ça suscite des débats sur sa pertinence. Alors, des outils comme le chromatographe, le spectromètre sont à disposition des chimistes afin d'identifier des marqueurs en combinant les techniques. Donc, il y a différents laboratoires français, anglais qui existent actuellement pour réaliser cette analyse. Donc, une autre possibilité de comprendre les moyens de production de la bière, c'est l'observation ethnologique et la mise en lien avec l'archéologie, comme le font actuellement Anne Mayor et Julien Vieuguet en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Mali. Ils étudient les fonctions des céramiques, entre autres, pour la production d'alcool, de bière, de sorgho, de maïs, qui peut enrichir les connaissances et ouvrir les champs des possibles. Alors, ce sont à la fois les conditions d'élaboration d'objets et leur rôle dans la vie sociale, tout comme leur contenu liquide, qui sont appréhendés dans ce projet, avec la mise en place d'analyses chimiques en aveugle sur des échantillons sélectionnés, donc pour la recherche des lipides et des phytoplanctons. Alors, pour les manifestations réelles de la bière et des boissons alcoolisées en Europe à la protohistoire, donc aujourd'hui, la vision purement évolutionniste de ce type de boisson produite et consommée ne semble pas tenir. Effectivement, la maîtrise technique des populations concernant ces boissons semble s'être transmise sur le temps long, même lors de changements de pratiques de consommation et d'importation de nouveaux produits, par exemple comme le vin au nord des Alpes dans le dernier tiers du VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, pour le cas de la Gaule, Annette Laubenheimer, en 2015, dans son livre, indique bien que même si la bière, sous diverses formes, reste l'une des boissons les plus consommées, l'hydromel et le vin ne sont pas mis de côté. En Grèce, les fouilles de sites de production de bière, comme sur la diapositive au centre, en haut, à Arkoniko et Argisa en Grèce, renversent la vision d'une Méditerranée qu'on pensait plus amatrice de vin, principalement, et ce, dès l'âge du bronze. Alors, en reprenant une partie de la documentation disponible sur les boissons alcoolisées, et à partir de quelques publications récentes, comme les travaux de Madame Rosenstock et Scheimler, ou Geraduce et Lisa, quelques remarques peuvent être avancées. Alors, comme souligné plus haut, les contextes de production, alors domestiques, plus ou moins organisés, ou de consommation et de déposition, les fosses détritiques, les tombes, sont divers, tout comme les indices permettant de supposer la présence d'alcool associé parfois à des substances psychoactives. Alors, ici, la carte présentée, c'est issu de l'article d'Eva Rosenstock et de sa collègue, et c'est une esquisse pour voir les sites qui sont effectivement en Europe, où on a très trace de pain et effectivement de bière. Alors, on voit qu'en Europe nord-alpine, par exemple, c'est le pain qui est encore vraiment très lisible dans les contextes archéologiques. La bière est peu caractérisée pour le moment, contrairement à l'Espagne. Et vous voyez que en Grande-Bretagne et dans le nord de la Grande-Bretagne, là, il y a pléthore d'indices pour la bière. Alors, cette première ébauche, elle prend pas en compte pour le moment également toutes les traces et les occurrences d'amphores binaires consommées collectivement en Gaule pour le secondage du fer. Mais on remarque une prédominance pour la bière, en tout cas, des sites de type d'habitat, de plein air, de grottes, puis un nombre conséquent de sites à caractère funéraire, des tombes isolées ou des ensembles funéraires, et la présence de bière dans des dépôts d'objets à caractère votif qui sont plutôt rares. Alors, soulignons qu'il est souvent impossible d'identifier en un même lieu tout le cycle de fabrication et de consommation de la bière et que l'identification d'outils ou d'instruments spécifiques est complexe au vu de l'usage polyvalent des objets usuels utilisés sur les sites. Ainsi, le contexte et parfois la taille des contenants peuvent mettre sur la voie de l'interprétation. Soulignons donc que la bière et les boissons apparentées apparaissent clairement au néolithique, et les néolithiques en Europe et deviennent de plus en plus visibles jusqu'à l'époque romaine. Alors, dans le Massif central, par exemple, sur la diapositive en bas à droite, on avait trouvé des grandes jarres dans le territoire ruthène, des jarres pourvues d'un dispositif de soutirage à leur base, donc associées à des meules. Là, pour revenir à la présentation de Florent, mettant les archéologues sur la piste d'une production possible de bière. Alors, ces réceptions de type Pythos sont connues dans l'arc méditerranéen, et ici, les archéologues sont passés au stade de l'expérimentation, couplés à des analyses physico-chimiques qui ont révélé, entre autres, pour les vases contemporains, cette fois-ci, on a fait l'expérimentation des sucres, ce qui paraissait logique, marqueurs de fermentation, mais pas sur les jarres découvertes en contexte, donc qui contenaient
d'après les analyses, que de l'eau, ou des traces de graisse animale. Donc, bon, l'hypothèse de fabrication pour l'instant de bière était plus ou moins écartée, alors en fonction également de l'état de conservation de ces vases et des restes potentiels au fond. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt écarté. Alors, spécifiquement dans les banquets, pour revenir au sujet qui nous concerne, est-ce que sur les sites, etc., on retrouve ces boissons? Alors, à la fois présentes lors des festivités des vivants, dans les tombes comme viatiques, censées nourrir le défunt pour l'éternité, mais aussi offertes aux divinités et aux ancêtres lors de rituels, les boissons fermentées en général et les bières sont synonymes d'abondance, comme le pain, comme la farine, de force et d'immortalité. Alors, dans de nombreuses cultures du monde, les boissons fermentées relient à la fois les hommes et les femmes, plus largement l'humanité, aux dieux. Par leur force symbolique, ces boissons libèrent la parole et les corps, elles font partie intégrante de la fête et de nombreux rituels, libations, initiations, etc., assurant ainsi une véritable continuité cyclique au sein des populations. Pour les appréhender, il est nécessaire donc d'avoir une vision, comme le souligne Michael Dittler, une approche émique et holiste, privilégiant une vision globale des contextes tout au long de leur vie, de la production à la consommation et du rejet. Ainsi, pour la pré- et proto-histoire de ce travail en cours est à élargir à des contextes divers comme les sites d'habitat. Actuellement, différents sites fortifiés, comme on le verra avec M. Rajo cet après-midi, des sites fortifiés de l'âge du fer où on a des importations de récipients contenant du vin. Différentes recherches ont permis d'analyser des récipients et des contenus de récipients. Et le mobilier également, remise en contexte. Alors, les contextes parfois somptueux, comme en bas à droite, la tombe de Hordov, donc ces tombes dites princières du 7e siècle avant Jésus-Christ, sont souvent le reflet d'une mise en scène, intégrant la boisson et ses contenants comme le symbole d'abondance, au-delà de la mort. Outre les objets liés à la boisson présents dans ces tombes, la pratique de banquets funéraires sur les lieux mêmes d'ensevelissement est également connue, et ce dès la préhistoire. Alors, cette production, elle est pas forcément identifiée clairement. On a supposé que, par exemple, sur un site préhistorique comme le site de Rakefet, on avait une concomitance entre funéraire et fabrication de bière. Et le fait de découvrir ces ensembles préservés dès le départ par les vivants induit également un biais pour les contextes différents, comme les objets qui sont seulement en position de rejet, dont la compréhension est bien plus complexe. Alors, quoi qu'il en soit, les banquets, même s'ils peuvent s'organiser rapidement, suite à un décès par exemple, s'inscrivent dans une temporalité qui implique de disposer dans ces cas de tout le nécessaire, et donc des boissons pour procéder aux différents rituels, sacrifices, libations, et abreuver les convives. Alors pour des banquets inscrits dans les pratiques communautaires récurrentes, les fêtes de début ou de fin de cycle agraire, l'élaboration de boissons fermentées en quantité hors d'une consommation routinière s'inscrit inévitablement dans le calendrier. Alors pour les Gaulois, par exemple, les banquets se plaçaient à des dates fixes et l'implantation des lieux de réjouissance pouvait également répondre à des critères culturels, comme l'orientation des enceintes, par exemple. D'autres lieux propices aux échanges de marchandises, comme les marchés au Titelberg, un site de hauteur, pouvaient accueillir des pratiques de coopération collective, mais pour l'instant, ça n'a pas été identifié clairement. Alors, arrêtons-nous pour l'instant sur un exemple que j'ai découvert pour l'âge du bronze. C'est une période que j'affectionne aussi particulièrement. Donc, là, on a un exemple, par exemple, d'un contexte qui est le dépôt d'objets métalliques des vents, qui illustre les difficultés d'interprétation liées à la production ou consommation de ces boissons fermentées dans les contextes de dépôt, ici. Alors, les différents ustensiles découverts ensemble n'ont pour le moment pas fait l'objet d'analyse ici sur des potentiels résidus organiques, ce qui limite la réflexion. Pareil pour le contexte de découverte, il n'y a pas eu forcément de prélèvement. Mais Jean-François Pinel, par une analyse fine de l'assemblage, la disposition d'usure des pièces, la comparaison avec des ensembles de la même période, propose plusieurs hypothèses sur la fonction de ce dépôt, comme peut-être une offrande collective de notables initiés participant à une cérémonie. Bien qu'il soit sûrement utopique de donner une réponse définitive sur la fonction de ce dépôt, la présence en un même lieu d'objets de prestige, à la fois destinés à la production d'une boisson à partager, réellement ou symboliquement, souligne l'attention particulière portée par certaines communautés de l'âge du bronze aux boissons fermentées, au point de vouloir en garder la mémoire. Il est à supposer que la boisson concernée était différente de celle consommée dans la sphère domestique, sans en avoir la certitude. En tout cas, tout le processus technique ici, lié à la production d'une boisson, sont présents, vous l'avez sur la diapositive à droite, sauf les meules, effectivement, pour moudre le grain maltais, s'il s'agirait d'une boisson
à base de grains. Ça pourrait être également une espèce de vin ou un vin de fruits ou de l'hydromel. En tout cas, il y a les coupes qui sont là pour les consommer, sans qu'il soit possible de dire si ces opérations étaient pratiquées sur un même lieu, à un même moment, quoi. Enfin, la réalisation d'hydromel ou de bière nécessite tout de même du temps, impliquant la fermentation sur plusieurs jours. Quoi qu'il en soit, on décèle dans l'assemblage des vents ici un certain ordre pouvant suggérer qu'il existait une étiquette du boire, dont des analyses complémentaires seraient amenées sur des futurs dépôts et dès leur mise à jour pour voir s'il y a des résidus sous le vase, à l'intérieur du vase, etc. Alors, pour arriver quasiment à la conclusion, au néolithique, pré-céramique, pour les exemples concrets, il y a des sites communautaires comme Göbekli Tepe qui sont connus pour leurs sculptures monumentales, qui ont livré des grands récipients, des bassins de bière, qui ont pu servir à produire de la bière d'engrain et d'amidonier. Il y a des traces d'oxalate qui ont été identifiées sur ces sites, qui sont quand même orientaux par rapport à l'Europe. En Europe, malgré les découvertes de bâtiments atypiques, qualifiés de lieux cérémoniels, parfois situés à proximité, comme on en parlait tout à l'heure, des tombes mégalithiques, des dolmens, et livrant des céramiques de différents modules, elles ont pu servir à produire de la bière, comme le site de Trustrup au Danemark, pour le 4e millénaire avant Jésus-Christ, mais les analyses chimiques restent très rares. Alors c'est le cas par exemple en Angleterre, sur le site de Mashrimore, sur l'île d'Aran, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, où des macro-restes de céréales et de pollen indiqueraient la production de bière ou d'hydromel. Idem pour les sites de Devesa de Rey en Espagne. Et c'est d'ailleurs dans ce pays, l'Espagne, que les données concernant la bière et des campaniformes sont nombreuses. Il y a des traces tangibles sur certains types, dans les concepts d'habitat, de tombes, et ce sont les travaux de Rojo Guerra et de ses collègues qui ont identifié ces récipients propres à une consommation d'hydromel ou de bière en dehors d'une consommation domestique. Alors, fort est de constater que pour l'âge du bronze européen, les traces tangibles de consommation ou de production importante de bière manquent et restent tout aussi difficiles à caractériser. Comme abordé plus haut, des sites d'élaboration sont connus, mais les restes de banquets ne font pas légion. Ils ne sont pas identifiés. C'est essentiellement par les rejets de quantités hors normes, on a discuté, c'est vraiment la question quantitative, de récipients à boire associés à des restes de faune, par exemple, et parfois des récipients plus volumineux, ayant contenu ou pu contenir une quantité importante de boissons, que l'hypothèse de banquet est proposée par les auteurs. Alors ce type de vestige est déjà connu dans la culture campaniforme, comme j'ai déjà dit, dans une fosse, par exemple à Almenara Adja, qui a livré des bols dont les analyses ont révélé des résidus de bière. Alors la pratique de rejet de restes de banquets se poursuit aussi durant l'âge du bronze et l'âge du fer. Par exemple, dans le sud de la France, dans des fosses du 5e siècle, sur le site de Monedière à Bessan dans l'Hérault, mais les analyses de résidus dans les pâtes n'ont pas été réalisées. Alors sur la droite, sur la diapositive, vous avez une illustration du site d'Aunance, dans le canton de Vaud, en Suisse, du début du bronze final, et qui est riche d'enseignements, car bon, les objets proviennent de fosses qui ne sont pas en contexte d'habitat, et sont loin des habitats. Et on y a trouvé des récipients de forme ouverte, donc des récipients clairement à boire, et de grands récipients, suggérant la possibilité de brassage, donc qui font quand même 140 à 65 litres, avec des traces de pigments dans le fond des vases. Bon, dans ces pigments ou ces fonds de vase, il n'y a pas eu d'analyse chimique. Peut-être qu'elles sont encore possibles. Mais la réflexion de l'auteur sur les pratiques de commensalité s'appuie sur les nombreuses recherches et les sources des périodes postérieures, donc les sources historiques, grecques, comme le partage des boissons alcoolisées de manière hiérarchisée. Donc là, on reste quand même sur le modèle des tombes princières et certaines mises en scène. Donc les analyses, comme je l'ai dit, seraient bienvenues pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion et voir en savoir plus sur les liquides consommés lors de ces festivités en contexte non funéraire ici. On n'a pas trouvé d'ossements ou de tombes à proximité. Alors pour l'âge du fer et surtout pour la seconde phase de l'âge du fer, la phase récente, l'étude des boissons fermentées s'est surtout penchée sur le vin, importé en Gaule grâce aux amphores. Donc là, on a un contenant qui est typique de ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est un peu facilité. Mais dans sa réflexion globale sur cette boisson, Mathieu Pou traite également de la bière et souligne son importance en Gaule, même après l'arrivée du vin. Alors même si de nombreux sites sont connus pour avoir accueilli des festivités à consommation massive de viande et de boissons, c'est surtout l'analyse des restes d'amphores qui a été privilégiée, alors que la consommation de bière devait être concomitante, comme le signalent les sources textuelles de Posidonios ou Diodore.
D'ailleurs, des sites ayant livré des services à boire sont connus, des services à boire de facture domestique, alors que des amphores sont absentes. C'est le cas du site de Montant. Alors enfin, des recherches combinant à la fois chimie et archéologie permettraient d'aller plus loin, comme ça a été fait sur le site de la Lunebourg, et qui ont fourni des résultats encourageants pour aborder la consommation des boissons fermentées à travers leur contenant. On le verra plus tard avec la communication de Monsieur Rageot. Donc les hypothèses associées à un récipient à une boisson particulière ont été particulièrement écartées, car à la fois des boissons considérées comme locales, bière, vin de fruits et du vin, ont été consommées dans des récipients d'importation grecque. Diverses habitudes de consommation peuvent être liées à des statuts sociaux différents, ont pourtant été identifiées entre la zone d'occupation du site, il y a une zone de plateau, une zone extérieure. Donc ce type d'approche est à développer, même pour des sites à caractère modeste, hors vraiment d'un site d'importance. Alors, pour la conclusion, c'est plutôt, ça serait une manière de réfléchir ensemble, entre les ethnologues, les archéologues, les biogéochimistes, de réfléchir ensemble sur la bière et les boissons fermentées, à l'image de ce moine qui brasse. Donc, il faudrait qu'on brasse plus les idées, qu'on mélange nos points de vue, et afin de percevoir les aspects pluriels et polysémiques de cette boisson, qui reste quand même fortement dépendante des matières premières disponibles et sélectionnées, tout comme des techniques employées pour son élaboration. On a l'exemple de l'influence de la mouture et du lien avec le pain, les différents types de cuisson. On le voit bien, il y a des domaines où, par exemple, le vin de riz, entre guillemets, qui peut s'apparente plus à une bière, parce que finalement, c'est l'amidon qu'on exploite. Donc là, on voit qu'il y a des habitudes culturelles qui sont qu'on arrive à percevoir à travers l'étude de ces boissons. Alors, afin d'identifier clairement dans les contextes archéologiques la prise en compte de plusieurs variables comme les conditions des dépôts, le nombre, la forme, la présence possible de résidus dans les pâtes ou les carporestes, tout doit être pris en compte et c'est un préliminaire à toute réflexion. Alors, les recherches récentes illustrent, comme on l'a dit, la multiplicité des boissons fermentées, connues en Europe, sur les îles britanniques, en Espagne, dans différents contextes. Et lors des banquets, ces pratiques de commensalité, la bière tient certainement une place de choix ou peut-être minorée, ou un type de bière spécifique où on ajouterait un ingrédient différent d'une consommation classique viendrait renforcer ou viendrait montrer qu'il s'agit d'une festivité particulière. Alors, comme c'est le cas pour l'âge du fer en Gaule, une consommation accrue de vin méditerranéen n'implique pas forcément le fait de l'abandon d'une consommation de bière locale. De même, le retour actuel de bières de fermentation haute, actuellement, c'est la fermentation qu'utilisent les brasseurs artisanaux, contraste avec une situation précédente où la production industrielle, qui reste encore prépondérante, est une fermentation basse, plus facile à produire de manière industrielle. Et l'accroissement exponentiel des possibilités d'analyse chimique permettra sûrement d'en savoir plus sur les différents types de bières et les boissons fermentées au cours des âges ces prochaines années. Et je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions, à échanger. Merci Mathieu pour ta communication, hein, à la fois très technique, très alléchante également, et puis qui illustre bien la thématique de notre banquet, hein, entre ethnologie et archéologie. Alors j'imagine qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir un brassage de questions diverses. Si n'hésitez pas à en poser. En tout cas, moi j'ai une petite, je continue à prendre la main, je me permets, sur la. Alors il y a une diapositive qui m'a un petit peu interpellé, hein, c'est la diapositive 12. Où tu parles de charge symbolique de la boisson fermentée, notamment bon la bière, et qui illustre bien en fait le côté consommation pléthorique et consommation très particulière, puisque d'un côté bon voilà on a l'illustration de Bruegel avec voilà, un énorme tonneau et on imagine ce qui va se passer derrière, et puis la tombe alstatienne de Hordorf là qui est plutôt on peut voir, on peut imaginer une consommation très particulière, peut-être même une bière un peu spéciale, pourquoi pas, un brassin spécial. Ça, on n'en dit pas plus. Et je voulais savoir si, donc cette diapositive m'a interpellé, je voulais savoir s'il y avait
comment dire, des récipients particuliers pour une séquence particulière? Ou alors, est-ce que on pouvait utiliser n'importe quel récipient qu'on avait sous la main? Alors, bon, t'as commencé à répondre à la question, à la diapositive, une des dernières diapositives, où on voit un récipient qui est perforé, je crois. Mais si tu peux nous apporter des éléments. Bah effectivement, c'est peut-être ce qui nous permettra de savoir un peu comment ça se passe, parce qu'effectivement là, dans le cadre du banquet, on est plutôt déjà, on parlait de tout, hein, de la préparation, de la fabrication et de la consommation. Et là, bon, effectivement, les différents types de récipients adaptés à une fonction, logiquement, on peut supposer que, comme tu le montrais, c'est un peu le même cas que pour tes meules. Voilà, si tu posais la question si plusieurs meules d'un modèle, d'un type standard classique, utilisable dans un contexte domestique, sont mobilisables pour fabriquer des grandes quantités. Et dans quel contexte ça peut se passer? Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément un récipient qui serait typique. Actuellement, on les identifie. Il y a des récipients qui sont nécessairement plus vastes, alors pour la plus grands pour la fermentation. Donc là, ça serait l'exemple des vases donnants où on a effectivement des quantités qui dépassent les 100 litres. Donc là, effectivement, ça montre aussi qu'il y a certainement des possibilités et une certaine maîtrise pour ne pas perdre la fermentation. Enfin, pour pas perdre la boisson et qu'elle ne tourne pas. Parce que dans des contextes, par exemple, comme en Amazonie, on connaît la bière de manioc, elle se consomme assez rapidement, la fermentation se fait rapidement. Alors que dans nos latitudes, ça met un peu plus de temps. Donc, effectivement, ce type de récipient-là, c'est plutôt typique pour le brassage. Après, effectivement, il faut pouvoir, chez nous, par exemple, pour la fermentation à base d'orge, chauffer quand même la chose. Donc, les récipients qu'on aurait plus ou moins en contexte, peuvent porter des traces, par exemple, de chauffe, mais pas forcément si on gère bien, le fait de pouvoir garder le chaud. Parce qu'on le voit bien actuellement, les brasseurs artisanaux qui ont peu de moyens procèdent par une première chauffe à 60 degrés, mais essaient de la maintenir. Donc on peut très bien chauffer par exemple de l'eau dans un récipient et laisser plutôt en macération. Donc et si on a réussi à maintenir une certaine température sans forcément réchauffer, donc là il y aura une possibilité de passer une première étape, donc d'avoir un récipient qui n'est pas forcément identifiable pour la bière. Après, par exemple, par contre, pour pouvoir bouillir et chauffer plus violemment pour passer à la seconde phase, là, il faut des récipients qui soient quand même plus costauds, ou la possibilité, comme on l'a vu dans des expérimentations, d'utiliser des pierres chauffées qui laisseraient moins de traces sur les récipients eux-mêmes. Alors bon, c'est vrai que l'oxalate, ça c'est plutôt une action qui se produit lorsqu'il y a ébullition, et donc il y a des dépôts qui se déposent au fond des vases, mais cette ébullition n'est pas forcément aussi forte qu'on le pense, donc là ça serait à vérifier dans les études. Donc voilà, c'est une réponse qui n'est pas vraiment une réponse, mais c'est des pistes, quoi. C'est des pistes. Il y a une question de... Il y a une question de Gertrude Blanquer. Bonjour Gertrude. Effectivement, les milieux favorables à la conservation des micro-restes et macro-restes. Alors là, effectivement, ça reste un peu dans nos contextes, les milieux qui sont plutôt humides, organiques, ou bien à l'inverse, ou qui ont chauffé, qui ont permis de conserver, pour ce qui est des grains et des pollens, de conserver ces formes-là qu'ils ont plus ou moins fossilisées. Hein. Mais alors, effectivement, les mesures à prendre, c'est ce que j'insistais sur la conclusion, c'est-à-dire que forcément, en tant qu'archéologue, donc quand on tombe sur des dépôts qui peuvent paraître anecdotiques, qui sont pas forcément courants, c'est souvent là qu'on se pose des questions. Alors, on ne peut pas forcément tout prélever, on le sait bien, les moyens sont limités. Donc, on va se concentrer sur des choses qui nous paraissent atypiques. Logiquement, on devrait tout prendre, parce que pour éviter ce biais. Mais en tout cas, pour les mesures à prendre, c'est effectivement, si on tombe sur des lots importants de récipients, c'est à la fois de prélever non seulement à l'intérieur du vase, donc les sédiments qui sont à l'intérieur, de pouvoir procéder à l'analyse aussi de la pâte, donc du récipient sans le laver. Donc ça c'est important d'après nos collègues géochimistes, donc il ne faut pas les laver à grandes eaux. Et il faut également prélever en dehors du vase pour pouvoir comparer si effectivement c'est une sorte de témoin pour savoir s'il y a des différences qui se lisent. Et si possible aussi prendre un échantillon de la terre qui se trouve, enfin du site, enfin un échantillon de terre qui se trouve hors de la fosse. Par exemple, si on trouve une fosse,
d'avoir au moins 3 variables et de pouvoir comparer et d'identifier clairement les différences. Alors, on peut retrouver effectivement des résidus dans les récipients. Alors là, c'est de nouveau la même question, c'est-à-dire que dans les récipients de préparation, s'il n'y a pas eu de lavage, forcément, on va pouvoir trouver plus d'éléments que des récipients de consommation. Par exemple, un verre, quand on boit du vin, etc., on peut forcément le laver plus souvent, on peut le rincer, etc. Et ça s'imprègne peut-être moins que dans un récipient qui est utilisé plusieurs fois de suite. Et voilà. Donc là, il y a certaines limites aussi. Donc j'espère que j'ai pu répondre un peu à ta question, Gertrude. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il y en a une. Oui. Il y en a une. Attends, je vais mettre le micro peut-être. Voilà. Donc moi j'ai une question sur la... Il y a un micro. Oui, attends, j'éteins mon micro. Après, voilà, puis après tu reprends. J'ai une question sur la typologie employée, sur la typologie des termes. Tu utilises, enfin, chers collègues, vous utilisez le terme bière, le mot bière, comme une référence générale, mondiale, universelle, chronologiquement aussi. C'est un choix. Moi, mais ça m'étonne toujours parce que d'abord, on aurait pu dire cidre. Pourquoi pas? C'est les mêmes techniques, plus ou moins. Hein. Alors, je parle pas des bières modernes élaborées. Je ne comprends pas la différence entre pression haute et basse. Mais j'ai expliqué 14 fois, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Mais j'aime pas la bière. C'est peut-être ça. Mais à l'époque, je pense que c'était plus simple. C'était fermentation simple. Au néolithique, on n'en sait rien, mais enfin, vu les techniques, vu le matériel qu'il devait avoir, ça devait quand même être relativement limité en panoplie, si on veut. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez l'air, dans votre discours, je ne sais pas si c'est... la question se pose pas à vous, mais pour les archéologues en général. Parce que ça a l'air d'être compris par tous comme ça, c'est que la bière, ce serait que l'orge. Ah non, justement. Attendez, blé, des trucs comme ça, voilà. Et parce qu'à un moment, vous dites, vous avez parlé de vin de riz. Bon, alors on dit pas vin de riz, c'est les trucs qu'on disait dans la littérature coloniale, enfin les balbutiements de l'ethnologie scientifique au début du XXe. En réalité, ce sont bien des bières de riz, puisque comme vous avez dit, c'est... Mais surtout, on peut aussi avoir des bières de riz qui contiennent pas ou peu de riz et beaucoup de pêche. C'est en Chine, par exemple. Donc les pêches, c'est comme les raisins, c'est les plus gros, c'est des fruits. Et là, en l'occurrence, c'est pas sur l'amidon, enfin, si, mais décomposé à partir du... C'est de la saccharose, c'est ça, hein, le fructose, quoi, le sucre du fruit. Donc, on est plus dans une conformation vin. Et puis, et finalement, c'est pas ça qui importe, je pense. Alors moi, ma question, c'est ça. Parce que on utilise ces termes tous, et je parle pas que de nous, en ayant inconsciemment en tête le sens qu'ils ont dans la vie quotidienne contemporaine. En réalité, il faudrait trouver un terme générique, je pense, autre. Moi, j'avais utilisé boisson fermentée systématiquement et pas autre chose parce que le vin aussi est fermenté. En fait, les ingrédients peuvent changer, mais la variété des bières traditionnelles, ne serait-ce qu'en Asie du Sud-Est, vous avez parlé du manioc en Indonésie, il y en a aussi en Asie du Sud-Est beaucoup. Mais on peut en faire en fait avec tout, même avec du jus de coco, de l'eau de coco, on peut en faire avec tout ce qui produit un tout petit peu, parce qu'il y a des boissons. Moi, j'ai bu de la bière de mil, sorgho et mil, petit mil au Burkina. C'est aigre, c'est bon, mais c'est souvent aigre. Ça manque de sucre. C'est vrai qu'il y en a peu. On peut en faire avec presque rien. Et en réalité, il faudrait peut-être trouver un terme comme pour le mégalithisme qui dérange. Parce que on peut faire du mégalithisme avec du micro et avec du bois. Donc c'est embêtant. D'avoir un terme comme ça qui cache c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver des termes, boisson fermentée, c'est un peu long, qui soient adoptables par les archéologues et les ethnologues du monde entier, parce que finalement, si on dit bière, à ce moment-là, le cidre en est une aussi.
Le vin, finalement. Et si on les, parce que l'explication, le nom de chacune, c'est des contextes historiques particuliers, impériaux en général. Le vin, le mot, il vient de l'Empire de Rome, je pense, par le latin, je sais pas. Hein, le vin a été créé en Géorgie, paraît-il, les premières, ce que j'ai lu. Enfin bon, je sais pas si c'est vrai. Mais apparemment, donc voilà, ça c'est la première question. Et puis la deuxième, parler de les dépôts pour savoir s'il y a des banquets. Alors moi, bon, c'est peut-être un peu trivial, peut-être un peu, mais c'est néanmoins très logique. S'ils buvaient, parce qu'ils sont morts à la russe, en cassant, parce qu'on trouve beaucoup de tessons de poterie. On trouve pas beaucoup de poterie entière, c'est ça hein, en général. Il y a la pollution, le vent, la pression de la terre, tout ce qu'on veut, mais il y a peut-être aussi la boisson à la russe, qui n'était pas russe. Si ils décident de boire puis de jeter des trucs périssables, en l'occurrence, vous avez des réponses sur ça? Ah bah ça m'intéresse. Bah, du coup, il y avait deux questions. Donc, ouais, effectivement, le terme de bière. Bon, c'est vrai qu'il est large, mais dans l'introduction, j'avais plus ou moins précisé. J'étais plus ou moins d'accord avec une personne qui tient un site, la Beer Studies, et qui s'y connaît vraiment bien sur le sujet. Et donc, on peut dire que dans la famille des boissons fermentées, qui serait la grande famille, alors on peut rajouter ou changer, on peut mettre boisson alcoolisée, parce que finalement, dans toute boisson fermentée, il y a un minimum, toujours un tout petit peu d'alcool. Donc là, voilà. Dans cette famille-là, la bière serait plutôt moins, la base serait plutôt l'amidon, c'est-à-dire que toutes les plantes amylacées. Donc ça serait, il y aurait une action des enzymes qui sont sur une base d'amidon. C'est-à-dire, on a des tubercules, le manioc, on a le riz, etc. Toutes ces matières premières-là, comme l'orge, et là qui nécessitent plus de travail, mais la base, ça serait de définir plutôt la bière comme une boisson alcoolique issue principalement à base d'amidon. On peut y rajouter du sucre, etc. Mais du coup, le cidre, ça rentrerait pas trop, ça serait pas trop une bière finalement. Je pense que ça. Là, il y a une discussion. Attends. Parce que Lucien Bernot, professeur au Collège de France, dans sa thèse chef-d'œuvre qui s'appelle Les réfugiés Marma ou Mog du Pakistan oriental du Bangladesh, publié au CNRS, chez Mouton en 67, en 2 volumes énormes, 750 pages. Qui est un monument d'ethnographie classique, précise bien qu'on ne peut pas parler de boissons alcoolisées pour les bières, les boissons fermentées, justement, parce qu'il y a fermentation, et l'alcoolisation, c'est par la distillation, et ça implique un haut degré d'alcoolisation, quand on parle dans la littérature ethnographique d'alcoolisation, donc c'est 30, 25, 30, 40, je sais pas. Les bières, ça monte pas au-dessus de 6, 7, 8. 17 parfois aussi. Non, mais les bières traditionnelles, les bières en milieu ruraux traditionnels, moi j'ai jamais vu que ça monte au-dessus de 6, 7. Hein. C'est rare. Hein. Déjà, quand on en boit beaucoup de litres, ça saoule. Et puis vous avez dit au tout début, c'est pour la première fonction d'une boisson de ce type, c'est la déshydratation. Je dirais pas ça, moi je dirais plutôt la joyeuseté, la création de la bonne ambiance qui manque ici, en fait, un peu, hein, quand même. La bière, je veux dire, pas la bonne ambiance. Et moi, j'aime pas la bière, mais ça aurait pu être du cidre ou de l'hydromel, sympa, mais un banquet, sans banquet, déjà, ça commence mal, sans convives et sans vin, sans bière, sans pain, sans rien, sans riz, surtout, c'est difficile. Alors, on essaie de compenser. Mais néanmoins, Bernot dit ça pour le terme, et que par ailleurs le fait qu'on puisse mettre, parce que le riz c'est une céréale certes, mais il y a énormément d'autres éléments. Ça dépend des sociétés, puis il y a des mélanges aussi. Mais on peut faire de la bière de riz, comme j'ai dit, avec le sucre de palme. C'est pas une céréale. Il n'y a pas d'amidon là, c'est du sucre direct. Donc je sais pas, parce que moi j'ai fait l'inventaire, il faut le préciser, des boissons fermentées en Asie du Sud. J'ai pas fait pour le monde entier, mais j'ai regardé un peu sur l'Afrique. Il y a moins de possibilités en Afrique, puisqu'il y a traditionnellement moins de plantes diversifiées, quoi, moins de diversification dans les plantes d'origine, je veux dire, native. Alors
les Israéliens, c'est un des foyers culturels du monde, avec l'Amazonie, avec l'Amérique du Sud et latine. Donc, c'est intéressant, mais il y a énormément de variétés dans, justement, et donc, si pour l'Europe, ça fonctionne bien, pour l'Occident. Mais encore une fois, c'est ethnocentré. Alors, vous êtes archéologue d'une région qui est celle-ci, enfin, de l'Europe, hein, sur l'Europe. Donc ça colle, mais si on parle du monde entier, il manque cette dimension. Donc je pense qu'il faut trouver. Alors le site dont vous parlez, je connais pas. Je me l'avais dit aussi, je crois. Je vais aller voir, mais ce serait intéressant de peut-être créer un mot, créer des typologies, parce que là, bière, c'est toujours connoté, même inconsciemment, c'est connoté, limité à un truc qu'on voit. Alors, il faut, je sais pas, créer un mot, non, c'est pas intéressant. Un nouvel outil. Le public Oui, peut répondre. c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Pourquoi pas, mais c'est peut-être pas à nous de le créer, c'est peut-être à ceux qui font le dictionnaire de créer un mot. Mais il est vrai que je me faisais la réflexion au tout début, dans ton introduction, tu as parlé de zytologues, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe des zytologues en dehors de la France ou de l'Europe, ou est-ce que, je sais pas, au Japon, il y a des zytologues, donc, Bah, un zytologue, finalement, c'est entre guillemets un spécialiste de la bière, mais alors c'est plus un spécialiste par exemple, pour les qualités gastronomiques, etc. Il y en a. Pour le goût. En Belgique, il y en a. Ouais. Mais sinon, pour la deuxième question que tu avais sur le fait de jeter, voilà. Alors là, Mathieu Pou a bien montré que, surtout pour le vin, hein, que ces amphores arrivaient en Gaule et se retrouvaient dans les fossés des fermes gauloises, par exemple, des sites d'habitat, et donc on consommait ces boissons sur place. On faisait aussi office de ce vin pour les sacrifices, et on les sabrait. Donc on sabrait le goulot, donc il y a des traces de sacrifice également des amphores, donc ça rentre dans ce jeu-là. Mais effectivement, les récipients de consommation, on en trouve beaucoup moins, et forcément, ils sont aussi moins identifiables, parce que souvent, c'est des contenants locaux, c'est ce qu'on verra dans la présentation aussi de Maxime Rageot. Donc, oui, on jette beaucoup. Mais les résidus de banquet, on va surtout avoir des ossements. Et pour ce qui est du côté des boissons, c'est beaucoup plus difficile à mettre, à quantifier. Bon, même si les amphores, on arrive clairement à avoir des volumes stricts. Mais voilà, est-ce qu'on consommait que du vin? Moi, je ne pense pas. Et je pense qu'on pouvait aussi avoir des amphores, ça existe, des amphores ou qui contenaient de la bière, des amphores espagnols. Sur la répartition. Excusez-moi, sur la répartition des vins, des bières, où est-ce qu'on boit du vin, est-ce qu'on boit de la bière? Il y a actuellement, enfin, je veux dire, on parle en subactuel, c'est-à-dire 19e, 20e aussi, on voit bien des délimitations des grandes aires. Par exemple, le vin, c'est plus méditerranéen, côté Italie, côté même, bon, l'Algérie, c'est un peu particulier, c'est les Européens qui vont amener les vignes, mais la bière, on voit bien dans le nord de l'Europe, en Normandie, par exemple, et en Bretagne au début du XXe, on le voit dans la littérature ethnographique, les témoignages aussi, dans les relevés, il y a déjà eu des observateurs que les gens ne boivent pas de vin. D'ailleurs, il y a des lettres de soldats bretons et normands qui écrivent à leur famille, c'est publié par Michel Ragingon dans un de ses romans, en 1900 quelque chose, 1901 ou 2, qui sont en Indochine et qui écrivent à leurs parents au village pour dire si on est heureux, on est militaire, on est heureux, on a un verre de vin par repas. Des trucs qui n'existent pas au pays, quoi. Donc, et on a de la viande une fois par semaine, ou je sais pas quoi. Le bonheur, quoi. Donc, pour vous dire les conditions de vie, ça veut dire qu'ils buvaient. Alors, tu posais aussi la question, ça va, est-ce qu'ils buvaient ça tous les jours au quotidien? Alors moi, je peux te dire pour la Bretagne et la Normandie, c'est sûr, non. Au quotidien, ils buvaient ce qu'on appelle la boisson. Enfin, je parle en français, en langue d'oeil, pas en breton. Là, je sais pas le terme. La boisson, c'est un mélange de cidre coupé d'eau. Cidre ou le truc de poire, le poiret, ça peut aussi, coupé d'eau.
Et parce que ça vaut cher, on rallonge. Mais comme dans les campagnes, on buvait le vin rallongé, quoi, pour faire durer aussi, parce que ça coûte moins, puis que ce soit pas toujours du très bon vin. Et donc, au quotidien, mais aussi pourquoi, par exemple, il y a une explication, c'est en Normandie, Pays de Caux, particulièrement, tu vois, Rouen, Paris, le Havre, c'est très calcaire, il n'y a pas de mares. Il y a des mares, justement, il y a des marigots comme ça, des points d'eau argileux, mais dans les fermes, qui sont parfois naturels, parfois pas, parce qu'il n'y a pas de puits, voilà, c'est calcaire, donc tout part dans les... Et donc, il n'y a pas de, c'est sec, quoi. Et alors, l'eau est rare, puis elle est sale, parce qu'il y a les canards qui vont dessus, etc. Et donc, ils buvaient aussi ça en permanence, pour pas être malade, un peu comme dans African Queen, t'as comment il s'appelle, l'acteur, aide-moi, le port de l'angoisse, là, aide-moi. Non, ça va bien. Avec Catherine Hepburn, Lorraine Bacall dans le port de l'angoisse, Humphrey Bogart qui prend dans le lac Victoria, il prend un verre d'eau pour boire, mais pour pas attraper l'amibiase ou la bilharziose, il met du gin dedans. 2 tiers de gin. Il dit là, c'est stérilisé, quoi. Alors, il buvait, dans les campagnes, il buvait ça pour pas tomber malade parce que l'eau était pas propre. Alors, il y a des coins où il y a des puits et de l'eau propre, de l'eau de pluie fréquente, mais aussi alors peut-être qu'il buvait de l'eau de pluie aussi, mais il y a des coins où il n'y en a pas, il y a des coins où il y a de la vigne, il y a des coins où il n'y en a pas, il y a des coins où il y a des techniques traditionnelles, mais ça dépend. Il y a des pommes, il n'y a pas d'orge, il y a de l'orge, mais il n'y a pas de... Donc, à mon avis, ça doit être tout à fait envisageable de retrouver, même dans l'histoire ancienne, des régions assujetties à des types de boissons fermentées. Mais est-ce que ça a été fait déjà? Probablement, non? Peut-être pas. Un décompte peut-être récent dans les études faudrait regarder dans la bibliographie des études ethnologiques récentes. Ça a dû être fait à l'époque où on sillonnait la France à la grande époque. Là. Les années 60. Voilà. Et puis bon, il y avait une question de Monsieur Djengabert qui disait effectivement un mot anglais pour ale, donc la bière sans houblon, et le mot anglais beer qui serait plutôt avec houblon. Ah, si, ça voilà. Alors ça c'est tout à fait possible effectivement. Bon, le houblon dans la bière, bon les premières traces qu'on ait, ça remonte plutôt à l'époque médiévale. Donc il y a un exemple, enfin il y aurait un exemple sur un site où on aurait trouvé du houblon dans un récipient. Mais bon, c'est quand même très très limité. Ça tend quand même à venir après. En fait, au départ, à l'époque médiévale, c'était vraiment des mélanges de plantes où il y avait du houblon. Et en fait, à partir d'une certaine période, le houblon est devenu majeur. Le houblon, c'est un adjuvant ou c'est un... Le houblon, en fait, c'est une plante aromatique qui permet aussi d'assainir un peu la boisson. Donc, il y a aussi des vertus un peu soporifiques, mais surtout anémérisants. Et bon, au départ, dans les mélanges de plantes, les gruites, donc il y avait un peu de tout comme plante. Et au fur et à mesure, selon en Allemagne, par exemple, pour la loi allemande, les bières allemandes, c'est de l'eau, c'est de la levure et c'est de l'orge ou du blé, mais sans autre adjuvant. Donc là, c'est régi, quoi. Et effectivement, les villes en fait allemandes avaient chacun leur recette de gruite et se faisaient aussi un peu concurrence. Donc il est pas impossible que le houblon en fait ait pris une ascendance dans tout ça. Et du coup, serait devenu prépondérant dans les bières et serait devenu l'unique, enfin quasiment l'unique adjuvant qu'on y rajoute et qui donne ce goût typique. Donc voilà. Et l'aile, c'est sans houblon. Ils t'entendent pas, je crois. Faut que tu mettes le. On entend, mais mal. Ouais. Ale, c'est... Donc ale, d'après Monsieur Gengibert, ça serait sans houblon, c'est-à-dire que là on aurait, dans la terminologie, enfin dans le lexique, ça serait une bière aromatisée à autre chose que du houblon. Parce qu'effectivement, si on a donc de l'eau plus du malt, etc., on va une bière qui est quand même assez sucrée et qui aurait quand même pas trop de goût, quoi. Donc, il est quand même nécessaire de rajouter des. Parce que l'orge, c'est très aromatisé. L'orge, c'est aromatisé, mais ça tend plutôt vers le sucré.
Et du coup, ça serait une boisson très sucrée qui manquerait un peu de haute saveur. Oui, quoi. mais si parce que le Pour sucre contrebalancer. transforme en alcool, tu vois. Ouais. Donc, Il reste quand même une grosse part de sucre, quoi. Après, dans la bière, le goût aussi qu'on a, qui revient souvent, c'est le goût de la levure. on t'entend pas. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Dans la bière, effectivement, ce qu'on a surtout aussi comme saveur, c'est surtout les saveurs de la levure, de moins en moins aujourd'hui. Mais dans les bières artisanales, c'est vraiment ce qui prédomine. Et les brasseurs font vraiment leur culture aussi de levure pour se différencier de la bière classique, quoi. Voilà. Ok. Et les Asiatiques sur le riz, par exemple, ils mélangent différentes variétés de riz, par exemple riz gluant et riz blanc. Parce que le riz blanc est moins sucré. Le riz gluant contient plus de... C'est Oryza sativa, variété glutinosa. Et donc, il contient plus de gluten et donc d'amidon et de sucre. Donc, il compense aussi comme ça. Et il y a des variétés de riz. Alors, il faut savoir que les Asiates, surtout chez les Vietnamiens, il y avait une culture très élaborée, tout ça. Mais encore maintenant, partout, ils sont capables de faire des kilomètres et des centaines de kilomètres pour acheter 1 litre d'un cru de riz particulier. Mais pour vous et moi, enfin pour moi si, mais pour vous, les Européens, c'est du riz, quoi. C'est pas bon déjà, et puis ou alors c'est bon une fois par an, quoi. Je ne savais pas le cuire. Mais eux, ils te disent, telle année, il est à 300 mètres de hauteur sur le plateau, il y a un climat, microclimat. Parce c'est des œnologues, mais comment on peut dire pour des riziculteurs, je ne sais pas, des amateurs de riz, je ne sais pas le mot. Et donc, peut-être qu'il y avait l'équivalent autrefois, c'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être varier, probablement, parce qu'ils avaient moins d'éléments, parce qu'il y a beaucoup de plantes qu'on utilise aujourd'hui dans les fabrications de boissons fermentées et de boissons tout court. La coca est un bon exemple. Ils sont importés, qui sont récentes, donc à l'époque, il y avait moins de plantes natives en Europe, par exemple, aussi, et ils devaient peut-être compenser en jouant sur d'autres paramètres. En tout cas, la proposition de M. Djangaver sur le ale, c'est pas très court. On connaît le mot, mais on l'utilise pas en fait en français. Mais c'est intéressant parce que il faudrait retravailler, à mon avis, le vocabulaire c'est pour qu'on ait quelque chose de commun. Parce que là, on utilise chacun un peu du patois local, on s'adapte. Et il y a un problème, parce qu'il faut être très précis, je pense, là, sur des trucs comme ça. Et quand tu dis qu'on trouve pas tu parlais quand même de ces grandes jarres qu'on a retrouvées, et au fond, il y avait des pigments, et vous n'avez pas c'était votre équipe ou une autre équipe? Ils n'ont pas eu les sous pour faire les analyses, par exemple. Je ne sais pas les sous, pas l'envie. Peut-être pas le déclic à l'époque, ou effectivement, comme nous, on est archéologues et du coup, on intervient à des phases différentes. Souvent, on a des vieilles collections aussi qui sont qu'on réétudie, qu'on réévalue, donc pas au même moment. Donc, c'est pour ça que je répondais à Gertrude sur vraiment avoir le réflexe de faire ça en amont, quoi. Et donc, dès qu'on a des doutes, de prélever. Parce que maintenant, on a les moyens techniques. Voilà, de c'est ça. c'est ça. Bien, alors, d'autres questions, monsieur? Non. Qu'est-ce qu'on fait en fin de pause?